Alors, on va passer la dernière séquence de notre émission avec une interview par téléphone que je vais introduire par de la musique qui aura des échos sans doute assez étonnants pour vous qui n'êtes pas habitués à la musique de ce pays. Et alors, on expliquera après, mais on va commencer par la musique et pendant qu'on l'écoutera, donc Sidi appellera notre correspondant qui est à Bruxelles et qui va nous parler d'un pays dont on a déjà évoqué le nom. Il se trouve la semaine dernière. Ce que nous écoutions, donc, c'était une chanteuse érythréenne qui s'appelle Abeba Dessalegné et qui est tout à fait dans les tonalités. J'ai écouté dans la sélection que j'ai pu faire beaucoup de chanteuses érythréennes et c'est toujours la même tonalité musicale. Alors, c'est des vidéos, bien entendu, que vous pouvez voir en mettant chanteuse musique érythréenne. Vous trouvez ça sur le net assez facilement. Alors, les Érythréens ont 3 langues officielles qui sont d'une part l'arabe, d'autre part le tigrinya, donc qui est la langue du Tigré, qui est la province voisine de l'Éthiopie, et la 3e langue, c'est l'anglais. Mais en fait, il y a une dizaine de langues officiellement admises sur le territoire de la République d'Érythrée, avant-dernier pays africain indépendant depuis 1992. Mais le correspondant que nous allons avoir en ligne s'intéresse aussi à ce pays et je suis content que d'autres le fassent que nous, car en fait ce pays, je l'ai dit, est un peu au banc de la communauté internationale, comme on dit, c'est-à-dire de l'Occident. On lui prête beaucoup plus que ce qu'il peut faire avec ses quelques millions d'habitants. On en fait un ennemi de l'humanité et on fait de son président un dictateur féroce. À voir ce qu'on peut voir des actualités sur l'Érythrée à la télévision et dans les concerts que j'ai pu regarder, on sait aussi beaucoup y danser, y chanter, et donc tout ne ressemble pas à un vaste camp de concentration. Mais on écoute on prend contact avec notre correspondant à Bruxelles qui nous expliquer le travail que lui et son association sont en train de commencer sur l'Érythrée. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio Galère pour cette émission de Comaguerre. Donc, nous vous avons invité à prendre la parole pour expliquer votre intervention en faveur de l'Érythrée et votre intervention pour sortir de la méconnaissance et surtout de la propagande extrêmement négative dont ce pays est l'objet dans les grands médias occidentaux. Donc, je suis réalisateur et producteur avec Vanessa Stojkovic d'un film qui tourne actuellement sur le web. Oui. On a décidé de le fournir gratuitement parce qu'il y a un peu urgence. On pense qu'il y a un peu urgence sur le traitement par rapport au traitement médiatique de l'Érythrée, comme vous venez de dire. Il y a comme on pourrait dire, une grosse propagande qui s'est mis en place depuis quelques années, là, qui commence à être un peu plus intense depuis octobre dernier sur l'Érythrée. Et ça vient, la propagande, elle vient en utilisant surtout l'immigration africaine qui est grossie et même avec une grosse loupe sur l'immigration érythréenne. Donc là, ce qui nous a semblé urgent, c'est de faire un documentaire. C'est un documentaire qui s'appelle Érythrée vient et voit. Donc, je ne sais pas si l'équipe de Comaguerre l'a vu. Oui, enfin, je l'ai vu moi personnellement, mais c'est tout. Je suis le premier à l'avoir vu. Et puis voilà, je pense que c'est un travail remarquable et qui vient à son heure. Oui, qui vient. Je pense qu'il vient juste
au moment où, enfin, en ce moment, il nous semble que c'est assez important de parler correctement de l'Érythrée, c'est-à-dire de dire un petit peu la vérité sur l'Érythrée, parce qu'il y a une propagande. Alors, c'est Reporters sans frontières, Léonard Vincent, pour citer des noms, qui qualifie l'Érythrée de dictature la plus sanguinaire d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent Afwerki, le président érythréen, Isaias Afwerki, est le Staline de l'Afrique. Donc c'est une prison à ciel ouvert, un camp de concentration à ciel ouvert. Alors c'est assez étonnant quand on a eu des images qui ont été prises directement en Érythrée. Il n'y a absolument pas ce climat, il n'y a absolument pas ces images que nous rapporte la propagande sont absolument fausses. Alors la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi cette diabolisation? Voilà. Et cette diabolisation fait penser à toutes les diabolisations qu'il y a eu avant les différents conflits qu'on a connus depuis, on pourrait remonter loin, depuis la Yougoslavie, oui, le Kosovo, l'Irak deuxième version, la Libye, la Syrie aussi. Donc il y a toujours quelques mois avant, quelques années avant, une propagande lancinante de basse intensité, on pourrait dire, mais assez forte, qui vient, qui rentre dans les cerveaux et qui prépare justement une campagne de propagande active pour ouvrir un conflit, voire un conflit armé. Voilà. Donc là, on pourrait parler du film. Le film retrace un petit peu l'histoire de l'Érythrée. Oui. Parce qu'il faut savoir que c'est un pays qui a lutté pour son indépendance pendant 30 ans. Il est indépendant depuis 20 ans seulement. Donc il a commencé sa lutte de libération dans les années 60. Et on fait le film, là j'invite tous les auditeurs à aller sur Internet, taper Érythrée vient et voit, et regarder le film. Il y a eu un passage sur l'historique de cette lutte, et ensuite un état des lieux de l'Érythrée actuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, là les médias occidentaux n'en parlent pas, c'est que l'Érythrée a atteint 6 objectifs du millénaire sur 8. Je ne sais pas si vous êtes au courant des objectifs du millénaire. Oui, oui. On en a parlé la semaine dernière brièvement, mais on y reviendra. Oui, on te laisse continuer. Donc, ce pays les a atteints. Et il faut savoir que ce pays a refusé l'argent du FMI et l'argent de la Banque mondiale. Péché capital, péché capital s'il en fut. Et voilà, ça c'est le péché originel pour les pays qui veulent se sortir de la colonisation. Ouais. Et donc, il réussit à avoir son propre fonctionnement, exploiter ses propres richesses, son agriculture, avoir la sécurité alimentaire. Au niveau sanitaire, les objectifs sont atteints, c'est-à-dire qu'il y a une baisse extraordinaire de la mortalité infantile. Ouais. Au niveau des maladies aussi, la lutte contre le VIH et la lutte contre la malaria, c'est aussi atteint parce qu'ils ont un système médical et un réseau sanitaire très bien pensé pour couvrir tout le pays. Et il y a aussi l'égalité homme-femme qui est atteinte, puisque là c'est une lutte historique. Les combattantes érythréennes ont participé à la libération du pays, donc les femmes ont été à l'égal des hommes, donc tout cet héritage-là a été mis en pratique, et donc actuellement la société érythréenne est très égalitaire au niveau homme-femme. Voilà, donc pour vous dresser un petit portrait sur l'Érythrée, le film, là j'ai pas trop de temps parce que là je suis au téléphone, il y a l'écho, le film en parle beaucoup mieux, donc ça il faut absolument que les auditeurs se renseignent là-dessus. Voilà, donc je sais pas si vous avez des questions de plus. Oui, ben vous m'aviez dit que Vanessa serait à vos côtés, mais je ne sais pas si c'est le cas. Oui, qu'elle nous dise un peu, voilà, qu'elle nous raconte son contact, puis c'est elle qui est allée filmer sur place, qu'elle nous donne quelques impressions de son tournage. Je vais vous la passer. Elle est allée sur place et vous dira plus précisément ce qu'elle a vu. D'accord. Voilà. Je vous remercie.
Et puis de toute façon, voilà, c'était un premier contact. Je dis aux auditeurs qu'on envisagera, même on prévoit certainement de faire une émission plus complète avec vous une fois qu'on aura tous vu le film, qu'on aura même envisagé peut-être sa diffusion plus militante sur place ici, et pourquoi pas une conférence avec quelque chose. Voilà, on a ça dans nos cartons, disons. Juste une petite parenthèse à propos de Reporters sans frontières, donc, qui est vraiment toujours le premier à cibler les dictatures de tous les côtés. On peut quand même dire que son fondateur est président pendant, je crois, au moins 2 dizaines d'années. Il a fini par partir, mais il est parti parce que maintenant, il est élu du Front National à Béziers. Donc, quand même, voilà, ça nous en dit quand même. C'est une orientation politique. Voilà, il n'a pas changé d'avis en route. Il l'était depuis toujours. Oui. Je vous passe Vanessa. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour Vanessa, donc c'est vous qui étiez sur le terrain en Érythrée. À quel moment ça s'est passé? Alors, c'était en octobre 2011. Oui. C'est en octobre 2011. En fait, je me suis rendue sur place. En fait, la manière dont ça s'est passé, c'est un diplomate, un ex-diplomate éthiopien qui est maintenant professeur enseignant en Belgique, ami de l'Érythrée, qui est un pays qu'il connaît très bien, avait diffusé là-bas sur place les 2 documentaires que j'avais fait celui sur le Kosovo et celui sur le Venezuela. Ouais. Et donc, ça avait fortement intéressé les Érythréens dans la mesure où eux savent très bien qu'ils sont dans les pays ciblés de l'axe du mal. Donc, ils avaient été intéressés parce que eux, ils avaient envie que leur pays soit connu, mais c'est un pays qui est très craintif du fait de leur histoire déjà, où ils sont retrouvés seuls contre tous pendant leur lutte d'indépendance, mais aussi parce qu'ils savent très bien comment ça se passe. Ils savent très bien que les pays impérialistes tentent de corrompre des personnalités des pays ciblés, que si la corruption ne marche pas, alors on tente d'organiser des fausses élections en finançant un candidat qui sera la botte des pays impérialistes. Et puis si ça ne marche toujours pas, on envoie les bombes, et c'est la privatisation par les bombes. Donc ils me laissent vraiment, c'est très filtrer les gens qui rentrent dans le pays. Et moi, du fait d'avoir fait ces 2 documentaires qui défendaient les pays ciblés, j'ai pu rentrer dans le pays et j'étais très libre pour tourner ce documentaire. J'ai eu d'ailleurs un long entretien avec le président, fort sympathique, ça s'est très très bien passé. Et, on a bien discuté et il a étudié un peu mes connaissances et qu'est-ce que j'envisageais, pourquoi je faisais le travail que je faisais. Oui. Et j'ai été assez fascinée par l'Érythrée parce que c'était pour moi la première fois que je rentrais en Afrique. Oui. Je suis rentrée dans un pays africain et alors j'ai été impressionnée du calme, de la sécurité, de la propreté. Quand je parle de sécurité, dans le sens où moi, blanche, blonde, je peux me promener à 3h du matin dans les rues d'Asmara, il n'y a aucun problème. C'est d'une tranquillité, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de l'armée, il y a partout dans les rues. Le président se promène en sandales, seul, sans garde du corps. Il y a vraiment une espèce d'affection, de reconnaissance. Une population qui est très liée par son histoire, très soudée, très solidaire. Et alors, en effet, plein emploi, tout le monde travaille. Il y a la santé gratuite avec un haut niveau d'enseignement. Les médecins finissent leurs études en Érythrée. Ils viennent pas en Occident finir leurs études. Éducation gratuite. On s'est également rendu à l'université où on a rencontré les étudiants en agronomie, agriculture et tout ça. Et pareil, ils ont un niveau de conscience politique extraordinaire, avec des projets formidables pour leur pays. Ils veulent cultiver du bio parce qu'ils savent que c'est dangereux d'utiliser des produits chimiques. Moi, j'ai été complètement émerveillée par ces pays. Et alors tout de suite, ça m'a fait penser que, l'Érythrée est un pays stratégique, mais surtout, l'Érythrée, c'est un mauvais exemple pour le reste des pays africains. C'est ça. Et pas que pour les pays africains, pour n'importe quel pays, c'est un mauvais exemple.
pour le Venezuela, moi à l'époque on me disait oui mais Chavez, le Venezuela, ils ont pu faire leur révolution parce qu'il y a le pétrole, ils ont réussi tout ça parce qu'il y a le pétrole. Mais en Érythrée il n'y a pas de pétrole. Exactement. Ils font ça à la force de leurs bras, ils ont eu besoin de personne et ils ont un développement par rapport au reste de l'Afrique qui est important. Puisque justement, il n'y a pas la famille, parce qu'ils atteignent les objectifs du millénaire, donc de leur propre force. Mais après, sur un plan social, je les trouve vachement plus avancés que nous. Plus avancés que nous, parce que nous, on recule, en fait. Oui. Mais cette santé gratuite, le fait de ne pas avoir peur de tomber malade, le fait de savoir que les enfants vont pouvoir étudier et envisager les études qu'ils veulent, au sein du pays sans avoir à partir, parce qu'il y a une volonté aussi dans le pays qui est très forte, c'est de décentraliser les choses. Ça veut dire que les universités ne sont pas à la capitale. D'accord. Les universités sont en fonction de la population, de là où est la population et en fonction des besoins. Ça veut dire que l'université, tout ce qui est de l'agriculture, ils sont en pleine campagne au milieu des paysans. Et ils travaillent avec les paysans, c'est avec eux qu'ils étudient. Donc, bon, toutes ces choses-là, on les montre dans le film. Alors, c'est beaucoup des officiels dans le film. Mais pourquoi les officiels, ils sont intéressants là-bas? C'est que c'est pas des officiels comme on a chez nous. C'est des gens qui ont combattu pendant la lutte d'indépendance. Oui. C'est des gens qui viennent du peuple, qui ont perdu des frères, des sœurs, et oui, qui ont un niveau de conscience politique qui est lié à la pratique et à leur statut social. Ils ont des salaires très bas. Il y a vraiment si on veut être un officiel, si on veut être un politicien, il y a une cohérence avec ça, ils sont là pour servir le peuple. D'ailleurs, le président, c'est très intéressant de savoir que lui aussi, il a du mal à payer ses factures d'électricité à la fin du mois parce que, en effet, les salaires, ils sont pas élevés parce il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde et que eux, justement, ils sont en train de se développer. Ça fait que 20 ans qu'ils sont indépendants et ils se sont ramassés 30 ans de lutte d'indépendance. Donc on met du temps à reconstruire tout ça quand on se base que sur ses propres forces et qu'on ne fait pas appel aux fonds étrangers pour justement ne pas dépendre et ne pas avoir des problèmes après avec le FMI et la Banque mondiale. Exactement. Donc les Érythréens m'ont absolument fasciné par leur histoire, par leur pays, leur culture. C'est 50% musulmans, 50% orthodoxes. Ils ont organisé que le dimanche, il y a des services religieux des deux confessions principales et les enfants se réunissent à la fin pour jouer ensemble parce que la religion reste une affaire privée mais totalement respectée. J'ai trouvé, je ne veux pas dire que c'est un paradis, mais bon, en allant en Érythrée, en faisant ce film, il a fallu étudier le reste de l'Afrique. C'est assez extraordinaire l'Érythrée. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que c'est démonisé et diabolisé. Parce que ce serait vraiment un exemple extraordinaire. On a énormément à apprendre, nous occidentaux, comme le reste des pays africains aussi. On a énormément à apprendre de ce pays-là, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses à le laisser se développer tranquillement. Il y a beaucoup de choses, Vanessa, dans ce que tu as dit, qui rappellent aussi, puisque tu y étais donc en octobre 2011. Moi, à la même époque, j'étais en Syrie et à Damas et dans plusieurs autres endroits. Eh bien, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, à la fois dans la sécurité à l'époque. Maintenant, ça a certainement changé. Et dans la courtoisie, dans la façon dont les gens ont développé aussi, dont les gouvernements ont développé l'éducation, la santé et tout ça. Il y a énormément de choses qui ressemblent à la Syrie. Tout à fait. Et oui, qui ressemblent à la Syrie, qui ressemblent à la Libye, qui ressemblent à l'Irak à l'époque, qui ressemblent aussi à la Serbie. Tous ces pays qui avaient un service public fort, qui avait du respect pour sa population, quel que soit le système politique qu'ils avaient mis en place, au moins la population, les droits fondamentaux étaient respectés. Les gens étaient traités comme des êtres humains et pas comme des marchandises, pas comme de la main-d'œuvre exploitable. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que pour la Serbie c'est foutu, pour l'Irak c'est foutu, pour la Libye c'est foutu, pour la Syrie c'est foutu. Non, pour la Syrie c'est pas foutu du tout. Non. On a espoir. Non. La Syrie se bat. La Syrie est vivante, la Syrie se bat et l'État syrien n'est pas en décomposition comme le disent certains. Pas du tout.
je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand je dis pour la Syrie c'est foutu, c'est qu'elle est en guerre depuis la guerre plusieurs est là. années. Oui, la guerre est là. Voilà. Il va falloir du temps pour s'en remettre, pour retrouver la paix d'avant. C'est dans ce sens-là. Pour l'Érythrée, ils n'ont pas encore la guerre là actuellement. On en est au stade de démoniser le peuple pour préparer l'opinion publique à accepter de nouvelles horreurs. Ils se perfectionnent dans leur stratégie de guerre. Avant, on faisait faire les guerres de manière interne. Vanessa, il faut qu'on termine là parce que sinon l'émission va être coupée. Voilà. On te remercie beaucoup. De toute façon, on refera une émission plus longue avec vous parce que le travail que vous avez commencé, toi et ton équipe, là, mérite d'être connu le plus largement possible et on va s'y employer. Au revoir et merci. Voilà. Juste pour terminer, allez sur le site petitœil.fr. Voilà, Petit Œil, voilà. L'interview du président et je suis sûre que vous allez l'aimer ce monsieur comme moi je l'ai beaucoup aimé et voilà. Splendide. Merci beaucoup. Au revoir Vanessa, merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on termine parce qu'on a un petit peu dépassé notre créneau. On vous retrouve la semaine prochaine. On se retrouvera donc le mardi pour l'émission hebdomadaire habituelle et le mercredi soir avec Sidi pour une émission spéciale consacrée à des témoignages sur la situation actuelle présente en Syrie qui méritera d'être écoutée. Bonne semaine à tous. Merci Sidi.